plaisante, mais bon, ça a un peu remis les compteurs à zéro avec Zioclo, parce que bon, voilà, je l'avais insulté sur mon live, il m'a insulté chez Romu, donc voilà, bon, c'était il y a Et, et, longtemps ça, hein, mais c'était et voilà, donc, c'était pas un souvenir la vidéo de particulièrement ce débat plaisant. n'existe plus, Kali. J'ai essayé de la Ah bon, je sais retrouver. pas. Bah, je pense sur la chaîne de Zio, il doit y avoir une copie, mais Ah, c'est pas peut-être. vraiment un Sur la débat chaîne de Romu, honnêtement, je hein. l'ai pas C'est plus retrouvé. c'est plus mon procès, hein. C'est plus moi qui me fais juger par, tout le monde qui se voilà, il y aurait pu avoir Bad Mulch qui vient m'insulter aussi, mais bref, non, c'était assez catastrophique honnêtement et voilà et du coup, bah, c'était pas trop la faute de Romu parce que Romu, il partait, je pense, d'une intention sincère qu'on se réconcilie, mais il avait perdu le contrôle du truc et voilà, c'était parti complètement en Mmh. couille donc voilà, ouais. Donc Romu, ouais, reste dans le jeu vidéo, ne laisse tomber les dramas. Après, c'est vrai que Romu, lui, il a eu un peu son heure de gloire avec l'histoire des PlayStation, là, quand il Ouais, appelait Micromania ou je sais plus quoi. Donc des PlayStation 5 et du peut-être qu'il a stock de envie d'essayer PlayStation 5, ouais. ouais, de rallumer un peu ce feu-là, mais je sais pas, genre, peut-être, essayer de trouver autre chose que d'attaquer les copains alors que voilà, Daimon, il t'a vraiment, je pense, jamais Bah rien oui, je fait. parlais pas spécialement de lui en plus, C'est mais. ouais, c'est genre, concentre-toi sur le gaming, c'est ton domaine, non, Romu? Je sais pas, hein? Non, puis quitte à faire des dramas et attaquer des personnes, oui, c'est peut-être plus pertinent de faire des dramas sur Sony et de les attaquer sur leurs pratiques commerciales et leur gestion des stocks un peu bizarre, que attaquer un random comme moi, bon, qui, voilà, alors Romu dit, ça y est, t'as percé, moi j'ai pas l'impression que j'ai percé, mais qui fait à peine plus de vues que toi, quoi, sur un truc vachement flou, quoi. Bon, bref, c'est Mmh. dommage. Moi, j'en referai pas de capsule, j'en referai pas de vidéo, je recommenterai pas. Oui, Romu, voilà, non. il a fait plusieurs vidéos, plus un live sur le sujet, tout en Ouais. me disant c'est pas cool que moi j'ai fait une réponse. Voilà, j'ai fait une réponse, elle se suffit. Et il y en aura pas d'autres. À moins qu'il y ait moult dingueries qui soient dites sur moi, mais c'est pas le but. Franchement, s'il vous plaît, augmentez le niveau des dramas, hein, par pitié, hein. Sinon, on va être obligé d'organiser des faux dramas. Ceci dit, Crone, on organise un faux drama là, ce sera peut-être un peu mieux, hein. Ah, C'est peut-être ça qu'il faut c'est peut-être ça la nouvelle méta, organiser des dramas où, voilà, on fait des vrais dramas constructifs, quoi. Parce que là, bon, vas-y quand tu veux, vas-y, on s'organise ça. On va s'organiser ça. Chut, bah ça peut être flex. Bah pourquoi pas. voilà, moi c'est tout ce que j'avais à Bon, dire sur ce voilà sujet. et ben, voilà, le drama aura eu lieu, le sang a coulé. Yes. J'ai Et fait un si. drama un jour, mais c'était pas ouf. Bon, De quoi? sinon on discute ensemble comme des adultes normaux. Ben, ouais, ouais, moi je suis pour, mais du coup, faut arrêter de me faire mentir et de me faire dire des choses que j'ai pas dit, mais bref. Ah ouais, au Je tiens un pire, rêve de Kali au cas où le drama dégénère. Oui, oui, avant de faire c'est des vidéos, voilà. expliquez-vous en MP, c'est Place de toujours la mieux, Gare. quoi. Place de la Gare à 20h. Ah bah, il est 20h, j'y vais du coup. Gare de Bastia. Est-ce que tu as lancé Dai que je puisse Ouais, te j'ai raid? lancé. Très bien. J'ai déjà lancé, effectivement. C'est Dai Euh, underscore mon, hein? c'est ça, Die Jamais connu. underscore mon. Et je sais pas pourquoi j'ai toujours ton chat, voilà, qui est par-dessus le mien. Et je n'ai plus de chat, moi. Ah, ça, c'est original. Voilà, le raid va partir. Des gros bisous tout le monde. On se retrouve demain pour un nouveau stream, et j'espère, des dramas de meilleure qualité. Allez, des bisous. Eh bah, ciao, ciao, Kali. Merci pour le raid. Et bienvenue aux Ah, mais c'est personnes qui qui cet homme vont glissant, débarquer, là? qui débarquent tout en masse. Merci du coup pour ce raid de 435 personnes. On va pas faire trop long, mais j'avais mis de côté un sujet d'arrêt sur image pour lequel vous n'aviez pas voté et qui me semblait être intéressant. Merci Trop Bobo pour le follow. Je vais essayer de vous remettre le chat quand j'y arriverai, évidemment. Et ça devrait fonctionner un petit peu mieux. Et merci. Yes, yes, it's me, Des bisous Mario. Daimon, Et merci ferme Sik oreille. pour le sub. Ciao ciao Kali, bon appétit. Je sais pas ce que tu vas manger, mais itadakimasu. L'amour de la frite, l'amour de la patate. Merci Mao was okay. Mama was okay. Mao was okay pour le follow. Et du coup, bah, on va regarder le dernier arrêt sur image si vous le voulez. Tout Amour de la parti. frite, l'amour de la Profitons patate. de l'accès que j'ai à l'émission. C'est y part. Et du coup, oui, juste par rapport pour les updates dont je vous parlais tout à l'heure sur le dossier iranien, Amour de la frite, revendication amour de la par patate. l'État islamique de l'attaque qui a eu lieu à. C'était Kerman, Kerman, le nom de la ville. Je vous mets le lien si vous souhaitez retrouver ça. Et vous retrouverez évidemment tous les liens dont on a parlé ce soir Yes, dans la yes, it's me, rediffusion. Mario. Merci pour ce sub supplémentaire qui nous permet de faire décoller le train, qui nous permet d'avoir un train inaugural. Et bah écoutez, du coup, je vous mets la musique de Kali. C'est vrai, en plus, on l'a pas mis pendant le train chez Kali. Donc, séance de rattrapage. Et nous avons la musique du train. Merci
Il y a eu un autre sub, je crois. Noctoparo qui a offert un sub. N'hésitez pas à remercier les personnes qui vous offrent des subs. Badmulch, pourquoi Khalil veut pas juste qu'on discute comme des adultes? Bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est à la limite, est-ce que c'est pas mieux plutôt que de faire des vidéos, dans un premier temps, d'essayer de se parler directement, tu vois? Alors, je dis ça, moi aussi, tu vois, quand j'ai vu par rapport au drama dont je faisais l'objet, je me suis dit, ma première réaction, ça a été de me dire, ouais, bah vas-y, je live tout à l'heure dans 1 heure, on va réagir à ça, ça va être rigolo. Mais est-ce que c'était la meilleure réaction? En privé, Badmulch, pas besoin d'en faire un live, oui, voilà, c'était un peu ça, quoi. En adulte, c'est peut-être pas par vidéo interposée dans un premier temps. Merci Devilou qui a offert un abonnement à Couscoussier. 34 abonnements offerts par Devilou. Eh bien, bravo à toi et merci. D'ailleurs, je n'ai pas remercié les personnes qui rendent cette émission possible. J'aime bien commencer quand même les émissions par ça. Donc, on va remercier les tipeuses et tipeurs, sans qui eh bien, nous ne pourrions pas continuer, évidemment. Et le train qui arrive à la première gare, merci beaucoup. Danyavad A, merci à qui? J'ai pas eu le temps de voir, alors attendez, j'ai mon Streamlabs d'ouvert. Merci à Habitus qui a offert un abonnement à Emodem. Je sais pas si Emodem a clippé des trucs, mais... Merci à Snuggly, à Jujumuz, à Aurélia, aux Anonymes, à Victoria, Morgad, Calex, Norcadlol, Rodpa, Apatechno, Dracon et Trébule pour leur soutien indéfectible et indéfectué. Sur le mot n'existe pas évidemment, sur Tipeee, Danyavad. Et du coup, bah, on se regarde le dernier arrêt sur image. Alors le sujet de base... Moi, le ski m'intéresse pas. Alors, déjà, je suis dans une situation particulière. Je sais pas si c'est votre cas aussi. Je ne suis jamais parti au ski de ma vie. Littéralement jamais. Est-ce que c'est votre cas aussi? Est-ce que c'est quand la dernière fois que vous avez été au ski? Merci à Juan Castoflex qui a offert un abonnement à Monsieur Hibou. Daniel Valatoire, Juan. Je veux un abonnement. Bah oui, n'hésitez pas à faire la même technique que moi. Moi aussi, je vais sur les lives des copains et je supplie pour avoir des abonnements. Merci Picato pour le follow. Cette année pour la première fois, mais j'ai pas skié. Oui, alors après, si vous faites de la luge ou du snowboard, ça compte aussi. Est-ce que vous avez déjà fait des vacances de neige, entre guillemets, quoi? Parce que moi, les seules fois où j'étais en montagne, c'était genre, il n'y avait pas de neige, tu vois, c'était en été ou hors saison, quoi. Avec toujours la question de, est-ce qu'il y aura de la neige en février? Est-ce qu'il faudra mettre de la fausse neige? On ne sait pas. Bah, regardons ce qu'ils en disent. Bonjour, c'est l'hiver, et si on partait au ski? Si vous répondez oui, eh ben c'est que vous faites partie des 7 ou 8% de Français qui ont la chance de pratiquer ce qu'on appelle communément les sports d'hiver. 7 ou 8%, ça fait quand même peu. Est-ce que c'est quand même... Est-ce que ça veut dire qu'on a 7 ou 8% de bourgeois? Ou est-ce que je fais un raccourci trop rapide? Une infime minorité, pourtant largement surreprésentée dans les médias, des JT aux chaînes d'infos qui font l'ouverture des pistes, des remontées mécaniques, les fins de saison, les restos d'altitude débordés et les inévitables interrogations. Aura-t-on de la neige en février? Alors moi j'avais des potes qui habitaient pas loin des Pyrénées et qui du coup, quand c'était la saison, ils y allaient tous les week-ends. Là, peut-être, t'as moins besoin d'être bourgeois quand t'habites juste à côté et que t'as pas la problématique du logement, etc., quoi. Et que t'as déjà ton propre matériel parce que du coup, tu y vas tellement souvent que tu l'as amorti et que t'as pas besoin de le louer. Mais il doit y avoir des... Effectivement, peut-être que je fais un raccourci. Les mêmes médias qui s'emballent parce que les JO d'hiver seront français. Les souvenirs d'Albertville en 1992 remontent, c'est la grande fête de l'Olympisme. Mais nos montagnes peuvent-elles encaisser une telle opération? Les stations sont-elles prêtes? Et surtout, les habitants ont-ils seulement été consultés? Vous verrez que la raison de la candidature unique de la France n'est que très rarement rappelée dans les médias. La neige est-elle éternelle? On aurait pu appeler cette émission comme ça. C'est un peu la question qu'on va se poser aujourd'hui avec mes deux invités en plateau. Valérie Pommier, bonjour. Les lobbies du ski sont très puissants. Vous avez créé en 2017 l'association Résilience Montagne qui milite pour un changement des pratiques touristiques en montagne et des modèles économiques prédominants dans les stations. Mais avant ça, vous avez eu une autre vie puisque vous avez eu une carrière dans le tourisme notamment. Vous étiez chargé de faire la promotion, entre autres, du tourisme en France et notamment dans les Alpes. Eh oui. Et en visio, Eric... bon alors, je reprécise ma pensée. C'est skier dans les Pyrénées, à la limite, on peut être prolo et aller skier dans les Pyrénées. Dans les Alpes, c'est pas le cas. Je ne connais personne qui va skier dans les Alpes et qui n'est pas un bourgeois. Madame Kevitz, bonjour. Bonjour. N'est-ce pas l'ours? Oula, très très belle moustache du monsieur. J'étais pas prêt. Salut tout le monde. Ouais, non, c'est juste pour dire, moi j'ai fait quelques saisons dans les Alpes, justement. Il faut quand même savoir que une semaine dans les Alpes de ski,
en admettant qu'on ait déjà le matos, qu'on ait déjà les skis, la combi et tout, sans parler de location, on est en moyenne sur du 1200-1300 balles par personne. Et là, je parle des Arcs 2000 ou Tignes. Je parle des petites stations pas trop chères. Je parle pas de Courchevel. Courchevel, vous montez à 8000, hein, mais minimum. Mais donc, déjà 1300 balles par personne, tu comptes un couple, ça fait 2006. Enfin, tu vois la famille, ça fait 5000 boules la semaine, quoi. Ça pique un petit peu. Alors je rappelle, puisqu'il y a des personnes qui connaissent pas forcément la chaîne, les pubs sont activées ici, mais si vous avez la page de pub, vous le dites sur le chat, si vous n'êtes pas abonné, et on vous attend. Vous dites sur le chat pub quand vous avez la pub, et si vous êtes plusieurs à la voir, on vous attend. Donc n'hésitez pas. Il y a Soy Milk qui nous dit, il n'y a aucun prolo qui habite en Savoie, of course. Bah, ça me semble assez évident, Soy Milk. Réécoutez la chanson La Dame de Haute-Savoie, bah elle avait l'air d'être plutôt blin-blin. C'était qui? C'était... Mince, comment il s'appelle le chanteur qui chantait comme toi là? Ouais, c'est le même, vous l'avez sur le chat. Je crois que c'était lui, la Dame de Haute-Savoie. Il y a quand même des prolos qui habitent en Savoie. Ah, c'était Francis Cabrel, pardon. Il y a des prolos qui sont entre guillemets fans de ski. En règle générale, c'est les saisonniers qui, en tant que saisonnier, peut avoir un forfait de remontée mécanique à la saison qui revient moins cher. On est sur du 600-700 balles. Non, mais je te parle pas des gens qui bossent, tu vois, évidemment. Non, mais enfin, même ceux qui habitent, je veux dire, il y a des gens qui sont passionnés de ça, et au final, oui, si tu es sur place et que tu t'arranges, bon, ben, c'est à la portée de tous les passionnés qui veulent claquer tout leur thune là-dedans, tu vois. Mais bon, tu fais pas de jeux vidéo et puis tu manges tes pâtes. Ben d'accord. Hein. Alors du coup, ça existe ou ça existe pas les prolos qui font du ski dans les Alpes? En termes de tendance sociologique, c'est quelque chose de beaucoup trop marginal pour qu'on le considère statistiquement. Voilà, si je devais faire une réponse qui a l'apparence de vouloir dire quelque chose, je pense que je dirais ça. Non? En tout cas, qu'ils viennent en vacances, ouais, non, ça n'existe pas. Qu'ils viennent en vacances au ski, non, ça coûte beaucoup trop cher. Maintenant qu'ils sont sur place et qu'ils sont passionnés, entre le trajet, oui, la location du éventuellement. chalet, les remontées des pentes et la location du matériel, effectivement, ça coûte une blinde. Vous êtes maître de conférence en management du sport et développement territorial à l'université Paul Sabatier de Toulouse. Et vous connaissez très bien toutes ces problématiques parce que vous aussi, vous avez une autre vie professionnelle, j'allais dire, avant. Entre 2003 et 2014, vous avez été successivement directeur de l'Office du tourisme des Arcs Bourg-Saint-Maurice, grande station de ski française, chef du service tourisme général de la Drôme et chargé de mission montagne pour la ville de Grenoble. J'ai tout dit? Oui, directeur des sports de la ville de Grenoble aussi, au milieu. Mais... Et on ajoute alors directeur des sports pour la ville de Grenoble. On va lancer cette émission avec BFM TV qui a adoré l'ouverture des premières stations de ski. Ah. C'est le moment où tous les ans je dis que la montagne est belle. En tout cas, elle est en train de se faire belle pour accueillir les 10 millions de skieurs qui vont dévaler les pistes dans les stations françaises cet hiver. C'est déjà le jour de l'ouverture à Val Thorens, comme à Tignes d'ailleurs, avec une semaine d'avance. Merci la neige, qu'elle est belle cette neige, Noémie Vira. Ici, on est vraiment au cœur de la station, à 2300 mètres d'altitude. Je suis avec Florent Gouget, qui est responsable de la centrale de réservation à Val Thorens. Vous m'avez dit que le taux de réservation est supérieur à celui... Oh là, le pauvre, lui, ils l'ont pas maquillé. Autant la présentatrice est très bien maquillée, elle ne brille pas du tout, autant lui... L'année dernière. Comment on explique cet attrait pour la montagne? C'est vrai que c'est quand même assez cher, un forfait ski pour une semaine pour un adulte. C'est 375 € pour les 3 balais. Je pense que la passion pour le ski, c'est quelque chose qui ne se perd pas. Et oui, si vous avez la passion, le prix ne compte pas, évidemment. C'est en fait, oui, c'est plus facile d'être passionné quand on a les moyens. Effectivement, les stations commencent à jouer le jeu, à essayer d'innover, de trouver d'autres alternatives que le ski. Ça fait du bien, ces images, même d'ailleurs pour ceux qui n'ont pas la chance d'aller au ski. Noémie Vira fait l'ouverture à Val Thorens. Ça fait du bien, même pour les gens qui n'ont pas la chance d'aller au ski, ça fait du bien de voir les gens plus blindés que vous. Ils n'avaient pas l'air très très nombreux à l'image, de les voir. Oui, il y a des gens qui partent encore en vacances. Moi non, mais ça me fait chaud au cœur de voir que d'autres, oui. Quoi? Oui, premier corde avec Tignes pour les stations françaises. Merci l'altitude. Noémie, c'est tout l'écosystème de la montagne qui se réveille aujourd'hui. Et comme vous pouvez le voir, me voilà déjà presque totalement équipé. Il ne manque plus que les chaussures de ski, alors ça y est, la totale. J'ai la veste, les moon boots, le pantalon. T'en dirais les nouvelles vidéos de Natou, genre Natou part à la montagne, essayer le ski. Et même le casque avec les étoiles, c'est ça la tendance cette année, c'est le rose. On est sur un budget de combien? Là, ce que vous... Ceci dit, je dis avec ironie, mais sa vidéo sur la plongée
en apnée, elle était pas si mal. On est sur 250 € pour la veste rose que vous avez et sur le croc-top Quoi on est à 225 €. Noémie est arrivée à Val Thorens avec un petit peu d'avance, elle a pris le train hier. Alors, je veux bien que les vêtements doivent te maintenir au chaud dans un climat qui n'est pas celui des basses terres et des villes, mais quoi, 300 € le truc rose Descendue à Chambéry et elle est allée au resto à Val Thorens. Regardez ce qu'elle a mangé. Qu'est-ce qu'il y a Voilà, elle nous a envoyé ça. Et pourquoi on vous montre ça? Parce que demain, Noémie sera chez un producteur de raclette. Un petit peu de sport, on va dévaler les pistes maintenant avec vous. Oui, je suis avec des mordus de ski ce matin qui trépignent d'impatience. Ils n'attendaient qu'une chose, c'est de rechausser leur spatule. Alors, je suis avec Julia et ses enfants. Julia, bonjour. Alors, impatiente de retrouver la poudreuse aujourd'hui. Alors, si vous voulez continuer de suivre les aventures de Noémie à la montagne, donc c'est sur BFM, ça c'est sur une seule matinée. Je voudrais qu'on s'arrête sur plusieurs éléments. D'abord, ce premier chiffre qui est donné au tout début par le présentateur de BFM TV qui dit 10 millions de skieurs attendus sur les pistes. Ce chiffre en fait ne concerne 10 millions, alors là on compte pas que sur, on compte sur les gens qui viennent de toute l'Europe et du monde parce que t'as pas un Français sur 7 qui va skier quoi. Pas que les Français. Non, sur l'estime 7% de skieurs environ. Comment l'ours? Je le dis, on compte sur toute la saison. D'accord. Aurélien a un truc à te dire, ben je veux bien. Daimon, oui, je vois que tu dis Die, Daimon, Die, mais dis-moi directement ce que tu veux me dire plutôt que de juste dire mon nom. Qu'est-ce que tu veux, Aurélien? Ou je sais pas, en plus, t'as les clés, tu peux monter en vocal, nous dire les trucs directement. Ah oui, mais là, on est sur le vocal de Kali. Donc on va switch l'ours si ça te va. Hop, ouais. Je switch. Non, je suis pas au bon endroit, voilà, là je switch. Je remets la cam virtuelle et voilà qui est réglé. Donc qu'est-ce que tu veux Aurélien? Voilà. Ah c'était pour me dire ça? Bah voilà, bah c'est réglé. Il y a plusieurs chiffres qui se recoupent, mais si on estime les 7% de Français qui skient, on se demande quels sont à chaque fois les vrais chiffres. Quelquefois on entend du 26% de Français qui skient, du 15%, on ne sait pas trop. Mais Eric, c'est un spécialiste des chiffres et des matières de la France, qui serait la première destination en matière de tourisme. Alors Eric Adamkiewicz sur ce chiffre de 10 millions? Oui, c'est à peu près ce qu'on évoque pour l'ensemble des partants à la montagne, français et étrangers. Mais souvent, on parle de... Dans la mairie de Grenoble, le budget audio, c'est un budget de gauche. Hein. Des 10 millions de séjours générés. C'est-à-dire qu'en fait, les données précises entre ceux qui viennent à la semaine et ceux qui viennent en excursionniste à la journée, on a toujours du mal à sortir des chiffres qui soient vraiment très précis. C'est une spécialité française, ça aussi, de ne pas avoir un niveau d'observation et des chiffres qui soient objectivables. Mais alors du coup, le chiffre de 7 ou 8% que j'ai moi j'ai entendu, on ne sait pas compter en France, mais... donné au début de l'émission et qui est communément repris pour parler des Français qui partent au ski, c'est un chiffre plutôt juste? C'est un chiffre qui est issu de l'étude du CREDOC et qui date de 2010, avec toute une méthodologie qui est tout à fait vérifiable. On serait entre 12% des Français qui partiraient à la montagne sur une période de 3 ans, mais ceux qui sont vraiment des skieurs réguliers, on serait entre 7 et 9% en fonction des années. Ah, donc c'était pour les réguliers, les 7% en fait. Dans le sujet de BFM, on a quand même un aperçu des coûts. On rappelle le coût des forfaits. Alors c'est Val Thorens, donc c'est une très grande station évidemment, donc les tarifs sont élevés, mais quand même, on a le coût de la tenue qui est exorbitant, parce que pour 2 vêtements, on est quasiment à 500 € et on n'a pas encore les skis et les équipements, j'allais dire, techniques. Comment on explique? C'est un peu une manière de dissuader de les acheter en fait. Personne ne peut les acheter, t'es obligé de les louer, tu vois, si t'es pas milliardaire. Que des télés fassent ces directs tous les ans, en permanence, alors que ça concerne une minorité de privilégiés, même si le journaliste de BFM le dit, ça fait aussi du bien à ceux qui n'ont pas la chance de partir au ski. Ah oui, ça fait du bien de voir des belles images d'ultra riches qui vont dévaler des pentes quelques heures par jour, parce que finalement le ski aujourd'hui, on skie. Quelque part, j'ai envie de dire, les riches ruissellent leur bonheur télévisuellement sur nous les pauvres. Plus de temps sur les pistes, on fait beaucoup d'à côté. On va dire qu'il y a des lobbies qui font très bien leur job. Il y a les lobbies du ski qui sont hyper performants, qui depuis des années sont infiltrés dans beaucoup de domaines. On croit en février, quand on voit les journaux télévisés, que toute la France part au ski parce qu'il y a des bouchons dans les Alpes. On ne parle pas des habitants qui vivent dans les vallées les plus polluées de France, même avant Paris. Parce que de toute façon, les vallées, c'est des cuvettes et le fog, il stagne un petit peu. Pas que le fog d'ailleurs, ouais, justement, je connais mal Grenoble, mais j'ai une copine qui habitait là-bas. Et du coup, j'ai eu l'occasion d'y aller. Et quand t'as des nuages, les nuages restent une semaine. Et j'imagine que les amoncellements de pollution aussi. 7% de Français qui skient. On ne parle pas des avions qui arrivent toutes les 7 minutes au Bourget du Lac, à Aix-les-Bains, qui arrivent d'Angleterre. On fait croire en fait que c'est la culture ski comme on aurait pu l'envisager. Après, j'avoue, d'Angleterre, c'est quand même chiant. Tu peux pas y aller par bateau, c'est la montagne. Tu peux pas y aller. Alors si tu pourrais embarquer ta voiture sur le ferry et y aller en voiture, mais ce serait pas tellement mieux. Est-ce qu'il n'y a pas des excursions en car qui partent d'Angleterre? Peut-être. Lors des premiers plans neige,
Ce qui n'est pas du tout le cas en France. Les territoires globaux en montagne en France, pas de montagne tous les en territoires en Angleterre montagne, c'est 22% du territoire. On n'est pas comme la Royaume-Uni. Suisse et l'Autriche, qui sont des territoires 100% alpins, qui est peut-être plus un ADN à se dire on est vraiment un territoire alpin, ski. En fait, c'est une com qui est hyper rodée depuis des années. Et puis derrière, il y a beaucoup de sous. Hein. Les personnes qui vendent j'ai pas vu la marque, des skis, des chaussures et puis des blousons à 250 x 2, ça va être 500 euros. Je sais pas si Eric il a vu les marques, mais tout ça est rodé depuis longtemps. Et là, on est depuis octobre dans une communication pro tout ski en station. Les premiers flocons de neige qui tombent, on a l'impression qu'on croule sous 2 mètres de neige, alors que par exemple jusqu'hier il neigeait à 2600 mètres d'altitude. Donc tout a été lavé. On a plutôt aujourd'hui des montagnes qui s'écroulent de trop d'eau il faut qu'ils aillent en suite Écosse, à trop en de gros. sécheresse cet été. La communication territoriale et marketing territorial sont très bien faits. On vend de la neige à partir d'octobre pour que les réservations s'enclenchent dès Noël. Donc on met en place tous des systèmes de rhétorique qui fonctionnent bien. Les intégrateurs, on va dire les fabricants de skis, chaussures, matériel, ont intérêt que tout soit vu à partir d'octobre pour faire croire qu'il neige. On a des présentateurs météo qui ont des rhétoriques aussi, de la météo neige par exemple. Moi, j'avais lu il n'y a pas très longtemps que c'est l'Association nationale des maires de stations de montagne, qui pour moi est un lobby qui travaille pour ses propres intérêts, qui remonte l'info aux présentateurs météo pour parler. Une association de maires qui sera un lobby, c'est quand même étonnant. C'est que finalement, un regroupement de personnes qui sont censées incarner l'intérêt public, qui font l'intérêt privé, quoi. Bon, ce serait pas la première fois. Hein. De la météo neige. Il faut préciser sur la météo neige, parce que du coup, on a cherché, elle n'existe quasiment plus. Il y a encore CNews qui en fait quelques-unes de temps en temps. Mais c'est vrai que dans les météos post-JT, dont on a l'habitude, que ce soit France 2 ou TF1, elle a disparu maintenant cette météo neige. Peut-être justement parce qu'ils se sont rendus compte que leur public n'était pas là. Mais bah, tant mieux. Tant mieux. En fait, on fait croire, hein, on fait beaucoup. On a toutes les webcams, les sites internet de toutes les stations qui présentent de la neige. Hier ou avant-hier, le Grand Bornand, par exemple, a présenté sa nouvelle page de couverture sur sa page Facebook. On arrive en plein de neige. Du coup, moi, par réflexe, je vais voir la webcam. On est plutôt dans la boue. Mais c'est dommage, en fait, parce qu'on crée toujours ces imaginaires de ski, de neige et de tourisme d'hiver. Je me demande bien dans les quartiers défavorisés. Ouais, bah on le fait dans tout, tu vois, on le fait sur les domaines skiables, comme on le fait sur les grandes villes, et que les touristes qui arrivent à Paris se disent « Ah bah en fait finalement c'est pas Emily in Paris ou Amélie Poulain, c'est bizarre. » Qu'est-ce qui se passe quand on regarde BFM est-ce qu'on sait qu'il n'y a que 7% des Français qui skient? Est-ce qu'on se dit qu'on est un fantôme à pas aller skier ou quelqu'un en marge de la société quand on va pas skier dans des stations où on a bientôt 80 € le forfait la journée? Je me pose des questions quand même. Eric Galkiewicz, quand vous travaillez pour les Arcs Bourg-Saint-Maurice, est-ce que ça faisait partie de votre travail de faire venir les journalistes? Bien sûr, ça faisait partie du travail, et de présenter notamment toutes les nouveautés des saisons. Schneiderman ne présente plus les émissions. Non, ça fait un moment que tu vois qu'il s'est mis un peu en retrait. Il continue de faire des billets d'humeur très régulièrement, mais il est plus ni rédac chef ni présentateur. C'est soit lui, soit je me souviens plus comment elle s'appelle, une autre collègue à lui. En fait, ils sont deux à la présentation, mais c'est plus Schneiderman, quoi. Ça fait un moment. Moi, je suis arrivé aux Arcs en 2003, au moment où il y avait la liaison avec la Plagne et Paradis Ski qui était mise en œuvre, avec le Vanoise Express. Donc, on a fait beaucoup de repas de presse et beaucoup d'informations avec la presse. On avait tapé notre record, je me souviens, à l'époque, au niveau des passages des journaux télévisés, parce que c'était des moments très très forts. Puis, on a vu la construction d'un autre village aussi, qui était 1950, qui débutait. Donc, oui, on a envoyé un putain de micro aux invités qui sont à distance, putain. Merci Code Poulette pour ce 10e mois via Prime. Daniel Val à toi, et puis bonne année aussi. Accueilli beaucoup de journalistes. Et ça marche comment? Est-ce que c'est des voyages tout frais payés, c'est-à-dire vous payez les repas, les hôtels, ou certains disent oui, certains disent non Alors, globalement, il y a des journalistes de tourisme et des rubriques tourisme, c'est prise en charge à partir de Paris, TGV, hôtel, resto, et puis prise en charge de ce qui se passait pendant les 3 ou 4 jours sur site. Et ça comprend le resto d'altitude où ton sandwich coûte 14 € là? Je tiens à préciser que ceux qui étaient les plus faciles, entre guillemets, c'était les journaux télévisés. Parce que les journaux télévisés, en général, ils débarquaient, ils nous disaient « Ah, on est sur site ». Donc, ils se débrouillaient, ils étaient autonomes, quelles que soient les stations. Mauvais son de l'intervenant, mais très belle barbe. Bah, ouais, j'allais dire, il a quand même pris un coup de vieux Wolverine. Mais d'ailleurs, l'anecdote, c'est Jean-Pierre Pernaut sur le 13h qui disait « Moi, j'envoie personne en station, sauf s'il y a un dossier très particulier, parce que c'est pas ma clientèle. Le 13h de TF1, c'est pas la clientèle qui ira au ski, donc il n'y aura personne. » Et sinon... Donc, vous saviez que le 13h de TF1, en tout cas, sous l'ère Pernaut, ne viendrait pas chez vous, quoi? Oui, mais enfin, déjà, il y avait plein de demandes autres. Et puis surtout, j'insiste, sur les télés, c'était les plus faciles à venir nous prévenir au dernier moment. On est sur site, parce qu'on pourrait vous voir 10 minutes, faire quelques rushs. C'était pas les plus pénibles. Le plus pénible, c'est celui qui vient et qui vous appelle en disant « Mon fils est en vacances à Pézé-Valandry. Je suis journaliste dans un grand bureau de presse, est-ce que je peux avoir des forfaits ?» Ah ouais, ça existe carrément.
Ah oui, non, mais ça c'était. Les gens, ils essaient de gratter des forfaits. Et donc, juste qu'on fasse bien la distinction, on est d'accord que les journalistes des JT n'étaient pas, eux, tout frais payés dans les stations. Ah bah non, ils arrivaient, ils débarquaient et ils nous prenaient vraiment au dernier moment. C'était une grosse différence. Et parce que souvent, ils faisaient des tours entre plusieurs stations. Oui, parce que si tu leur fais le truc tout frais payé, tu m'étonnes que la présentation des domaines skiables soit des plus élogieuses et qu'on minore un petit peu l'aspect financier de la chose. Donc, ils s'étaient organisés en amont. Il y a une autre formule qui est intéressante dans le sujet de BFM TV, je crois que c'est encore le présentateur qui le dit, il dit tout l'écosystème de la montagne se réveille. Ceci dit, les journalistes, quand ils vont sur place, ils sont défrayés. Donc, c'est peut-être pas tout frais payé, mais en tout cas, ils ont le logement et tout. Donc, puis ils ont suffisamment, je pense qu'un journaliste a suffisamment de thunes pour se payer 1 ou 2 jours de forfait, tu vois. Oh, ça dépend, hein. Franchement, les reporters de BFM, ça doit pas crouler sous les thunes. C'est pas genre le présentateur, c'est pas Laurent Ruquier qui présente son émission en prime time, quoi. Mais c'est 50 balles, hein, une journée de remontée mécanique. Hein. Alors, après qu'il soit défrayé, c'est vrai, quelque part qu'il soit défrayé par BFM ou que ce soit pris en charge par la station directement, pour le journaliste, au final, bah lui, il a que le côté sympa, tu vois, finalement. Déjà du reportage qui est pas pour aller filmer des poubelles qui brûlent pour une fois, tu vois, parce que BFM, ils aiment bien. Déjà, on l'envoie faire un truc un petit peu plus sympa, mais lui, il a que l'aspect... il est quand même accueilli par les officiels. Peut-être que même si sa chambre n'est pas payée par le domaine skiable, on lui a quand même réservé la meilleure. Enfin, il y a peut-être des trucs comme ça, tu vois. Donc je sais pas jusqu'où va le lobbying en la matière. J'imagine qu'on va nous le dire dans cette émission, étant donné que c'est le titre. Comme si l'écosystème était seulement, finalement, économique. On oublie tout le temps qu'en montagne, s'il y a un écosystème économique, il y a des habitants qui habitent à l'année. Ce sont des territoires de vie, probablement moins actifs selon les secteurs d'activité encore. Hein. Ça dépend des spécificités territoriales d'où on est, dans quel village ou dans quelle station. On ne parle pas de la même activité dans le fin fond de la Tarentaise, à Val d'Isère ou en fin fond de Maurienne, que sur des villages-stations, on va dire, qui sont à moyenne ou basse altitude. Mais on oublie toujours d'expliquer, en fait, que sur ces territoires de montagne, il y a des habitants qui ne vivent pas forcément du tout ski, ou même qui ne peuvent pas skier. Même sur les territoires. Il y a des gens qui sont proches. Est-ce qu'on dit qu'Annecy, par exemple, est en territoire de mi-montagne? Vous voyez, pour les gens qui me disent, évidemment, il n'y a aucun prolo qui vient en Haute-Savoie. Eh bien, je viens de vous répondre, là, madame. Les journalistes ont des avantages, nous dit Carson, même les pigistes avec la carte de presse. Alors, tous les journalistes n'ont pas forcément la carte de presse, mais effectivement, tu as des avantages. Ça dépend d'où on est dans le monde. Il y a beaucoup d'Annéciens qui ne peuvent même pas aller skier, alors que la première station est à une demi-heure de route. Je voulais revenir aussi sur la presse. Il y a des promoteurs immobiliers qui vendent de la résidence de tourisme très haut de gamme, très haut de gamme. On est à 15, 16, 17 000 euros du mètre carré, qui font des voyages de presse tout frais payés dans les résidences de tourisme, où tous les journalistes arrivent, sont dans des chambres. Qui est cette intervenante? Alors je me souviens plus, je me souviens que le mec barbu, lui, il était à l'office de tourisme et notamment auprès de la ville de Grenoble. Elle, je me souviens plus, que quelqu'un se souvient, ils l'ont présenté en début d'émission, mais je me souviens plus exactement ce qu'elle faisait. Ou des appartements hyper luxe, tout frais payé pour faire la promotion donc et de la résidence de tourisme et finalement du village où on est, puisque c'est tout un écosystème, en passant par le loueur de ski qui équipe tout le monde, la tenue ultra glamour pour les jeunes filles qui ont envie. Et ça existe encore. Hein. Qu'on se rende bien compte, 17 000 euros du mètre carré, c'est énorme, puisque le prix moyen à Paris, qui est l'une des villes les plus chères de France, c'est 10 000 euros du mètre carré. Alors ouais, on a des prix Valérie Pommier. Révoltants pour les populations. En fait, on parle toujours de cette économie de ruissellement du ski qui, si elle existait, si l'économie de ruissellement existe, ce que moi personnellement je ne crois pas, mais ce serait un échec sur les territoires de montagne. Plus on construit de lits touristiques qui peuvent monter à 40-50 000 euros du mètre carré à Val d'Isère, plus on construit ce type de lits touristiques, plus on perd des habitants sur le territoire qui ne peuvent plus se loger sur le propre territoire qui dit vivre du ruissellement du ski. Les moniteurs, s'ils ne sont pas issus de la station et pas issus d'une famille fortunée qui avait du foncier, donc potentiellement... elle fait du conseil en tourisme à l'SP Montagne, en gros. En station. Les saisonniers, on parle toujours des 120 000 emplois du ski. Dans ces 120 000 emplois, combien il y a de saisonniers qui vivent dans une caravane ou en fond de vallée, qui se tapent des pendulaires dans les bouchons en février? Je ne crois pas qu'on ait vraiment les chiffres. S'il y a une économie du ruissellement du ski, elle est totalement en échec pour les habitants des territoires, sauf une poignée qui ont des rentes à court terme immobilières. Et salut Pédicule. Et oui, Aurélien vous le rappelle, n'hésitez pas à faire des dons pour soutenir cette émission si vous le pouvez et si vous le souhaitez, c'est la double condition. Ou sur plusieurs magasins, puisqu'il y a des héritages qui se transmettent. Ça ne fonctionne pas du tout. Et oui, les prix du mètre carré, en fait, sont fixés par cette libéralisation des prix sans comme une mesure qui avoisinent des prix mais de dingue. On peut avoir du 15 000, 14 000 euros du mètre carré dans des villages-stations. Donc on ne parle même pas de ces ultra niches de ski à 30 000 euros. Mais... Quid de l'inflation des sports d'hiver. Merci Miltia Doudou 37 pour le dans des villages qui sont des bassins de vie
des gens s'en vont. Donc en fait, on peut faire une culbute immobilière il y a 20-25 ans, par exemple. J'ai vu des gens de Courchevel, par exemple, dont les parents ont vendu des trucs fous. Et aujourd'hui, dont les enfants sont à l'OPAC, à Albertville. Déjà, quel gâchis, quel dommage. Mais qu'est-ce qu'on fait de l'argent, en fait, et comment on répartit cet argent? Tant qu'on n'aura pas de régulation du prix du foncier en station, plus on aura une ultra-libération des prix, une libéralisation des prix qui Attention, parce que encadrer le foncier, ça veut dire réguler les prix. Et ça, on sait que c'est pas tellement la méta néolibérale. tient le modèle, donc l'immobilier uniquement, en fait. On fonctionne que sur ce modèle immobilier. Erika Adamkiewicz, on ne parle jamais, très rarement en tout cas, de cette problématique. Est-ce que les stations aujourd'hui, les villages-stations, les villes-stations dont on parle depuis tout à l'heure, sont devenues des zones de luxe réservées aux ultra-riches? Oui. Alors, pour ce qui est de... lui, il va dire non, puisque lui, il fait l'office de tourisme de ça. Mais... De l'hiver, en fonction des stations, parce que si on parle de Courchevel, Val Thorens, Megève, ça n'a rien à voir avec la Poudalos, il va dire ça dépend. Avec Uzes, même tout ce qui va être au niveau des Hautes-Alpes, qui doivent être, paraît-il, se développer grâce aux Jeux Olympiques. Mais on a une population, oui, sur les 7% de Français, et d'étrangers, parce qu'après, il y a des étrangers qui viennent, ils ne sont pas non plus parmi les plus défavorisés de leur propre pays. On est sur une niche, une vraie niche dans laquelle il y a des ultra-niches. Et même quand vous... Les ultra-riches des ultra-niches, de quoi tu veux nous parler? Une station comme Courchevel, qui a été conçue au départ du plan Neige, et même avant le plan Neige, pour être une station populaire, vous avez des grosses différences entre 10 sur 50, 1550, Le Prat, Bosel aujourd'hui. Donc, c'est surveille les gens, ça tue, je vais niche pisser. très spécifique avec une clientèle plutôt moyenne gamme et plutôt sud. Oui, j'attends. Salut Aurélien. J'ai un truc à dire. C'est moi, c'est Aurélien. Ouais, ça va les gens. Aurélien qui nous appelle de sa caverne dans le Larzac. Non, sérieux, ça marche mal. Bah, t'as un son un peu caverneux, mais on t'entend. Attends, je passe sur mon téléphone, mais va pisser. D'accord, bah, je vous laisse l'antenne 30 secondes. Ne faites pas de bêtises, ne dites pas de dingueries. Ne faites pas des injures publiques. Merci. Attendez. Pour les gens, j'aimerais quand même poser une petite question au chat en attendant. Pour ceux qui ont encore la télé, parce que je crois qu'ils n'en ont pas parlé depuis tout à l'heure, est-ce qu'il y a toujours, chaque année, leur truc pour dire « Ah tiens, il y a encore des gens qui sont portés disparus parce qu'ils ont fait du hors-piste ou les avalanches. » Là aussi, on n'arrête pas de nous en reparler. Moi, ça fait longtemps que je ne regarde plus la télé. Mais à l'époque, je me souviens, chaque année, il y en avait au moins 2 ou 3 des trucs comme ça. Et ça avait toujours tendance à me gonfler, tu vois. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend. Moi, ce que je voulais dire, c'est que... Attends que Dave revienne. Ah non, là, il y a Skidurpony qui dit personne n'a la télé. Ah si, donc quand même, sur 200 personnes, statistiquement, il doit y en avoir qui ont encore la télé. Donc, ce que je voulais dire, l'ours, juste pendant que j'y suis, en fait, moi, ce que je trouve de révélateur quand il dit, en fait, vous savez, il pose la question, est-ce qu'il n'y a que des riches qui ont accès à ce genre de choses? Et il dit oui. Mais en fait, c'est pas forcément vrai. Parce que justement, c'est un peu le truc que moi, j'ai ressenti quand j'ai fait un tout petit peu de saison. C'est que on vous autorise, vous les prolos, à goûter à ce plaisir. Vous pouvez venir bosser. Et en fait, j'ai l'impression que les... Bosser, c'est goûter à un plaisir, je comprends pas. Ben, genre, tu viens bosser et tu auras droit, tu auras accès à Courchevel, au Ménuire, à toutes ces stations. Oui, ben si tu travailles, si t'es femme de chambre ou homme de chambre d'ailleurs, pourquoi forcément femme de chambre, dans un hôtel 5 étoiles, tu as accès au luxe d'un hôtel 5 étoiles, mais est-ce que vraiment c'est un plaisir? Non, mais t'as accès aux stations, t'as accès à la bonne bouffe. Non, mais attends, ce que je veux dire, c'est que moi, en gros, j'ai l'impression que les stations de ski, c'est un concentrateur de notre société, tu vois. Et en gros, moi, je le vois très bien avec les gens autour de moi, tu sais, qui sont de la classe moyenne. En gros, les stations de ski, on leur fait voir à la télé en leur disant mais travaillez, participez au système, il y aura des gens pour vous entretenir cette vie de luxe et tout. Et c'est la même chose dans la société. Dans la société, on vous fait promettre de devenir riche. C'est comme ça que tout ça il marche. C'est comme ça que la plupart des gens dans le chat qui sont des blancs avec une famille de classe moyenne et tout, combien de vos parents ils ont cru qu'ils allaient s'élever très haut dans la société et tout? Moi, mes parents, ils
les premiers. Hein, mon père, il croyait qu'il allait péter sur la Lune et tout, qu'il allait se torcher avec de la soie. Et ben, Oui, non, de toute pareil. façon, le capitalisme, le libéralisme repose sur le fait, en fait, c'est le même principe que l'auto, sur le fait qu'il n'est pas tout à fait impossible de s'émanciper de sa condition sociale de base, même si c'est hautement improbable. Et en gros, mais ouais, je sais, je suis défoncé, habitué, j'essaye de travailler aujourd'hui. Bref, en gros, ce que je dis, c'est que il faut brûler les stations de ski parce que c'est un putain de concentrateur du capitalisme. Et je suis d'accord avec tout ce qu'ils vont dire. C'est bon, j'arrête de faire chier, tapisser. Le stream peut reprendre. J'arrête de faire chier, je ferme ma gueule. Je vous aime tous. Abonnez-vous, partagez, likez. Et alors, juste en mode breaking news entre deux, on va peut-être en parler avant de rendre l'antenne, même si on va continuer à regarder un peu le arrêt sur image. Il y a un article qui est sorti il y a 2 heures de Yann Philippin dans Mediapart par rapport à Darmanin qui aurait une autre casserole au cul, qui se faisait conseiller fiscal du PSG au détriment du trésor public, encore une fois, où quelqu'un qui incarne la puissance publique finalement favorise l'intérêt privé. Mais est-ce que c'est pas un prérequis dans la Macronie? Et ça s'articule autour du transfert de Neymar à l'époque, en 2017, quand il était encore à Barcelone, c'est ça? Je ne sais plus. C'est vrai que quand on regarde le nombre le nombre de gens dans le gouvernement Macron qui sont poursuivis, donc pas ceux qui le font, parce qu'on ne connaît pas tout, mais ceux qui sont poursuivis pour prise illégale d'intérêt, des participations, des rétrocommissions un peu obscures, du pantouflage avant, après, pendant leur mandat, évidemment. Bref, on regardera ça peut-être dans le détail. Au pire des cas, je vais quand même vous mettre le lien si vous souhaitez aller regarder ça de votre côté, mais on essaiera d'en faire une lecture rapide. Ouais, simplement, merci pour le follow, les tutos de Mendes. La seule problématique, c'est que j'ai une copine qui va débarquer tout à l'heure pour venir boire l'apéro, donc je vais devoir couper à un moment. Mais je vous mets l'article. Est-ce que c'est pas le lien BNF? C'est pas le lien BNF. Hop, Darmanin. Et je le rajoute au conducteur. Mais reprenons pour le moment le sujet d'arrêt sur image. On en a écouté seulement 17 minutes, 17-18 minutes. 7%, faut quand même avoir un petit peu des moyens. Et là encore, il reconnaît que c'est pas pour tout le monde. Hein, y compris dans la commission des finances de l'Assemblée nationale, où on explique que 56% des clients ont un revenu fiscal inférieur à 36 000 € par foyer fiscal après impôt. Je pense que ceux qui colportent ces textes, ces chiffres, n'ont pas la notion de ce que ça représente, 36 000 € par foyer fiscal après impôt. C'est-à-dire, par revenu ou par foyer fiscal? Je suis pas sûr d'avoir compris avec son son de gauche. C'est-à-dire que si on est sur un foyer fiscal, ça veut dire que les deux, ils n'ont pas plus de 36 000 après les impôts. Donc un salaire d'un cadre moyen, il va être autour de 35 à 40 000 € pour lui tout seul. Donc on va être sur des familles qui vont être entre 50 et 60 000 €. 36 000 €, un SMIC chargé, c'est 25 000 €. Donc déjà, vous voyez bien ce que ça représente pour une population. Donc oui, on va être sur des niches. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est qu'en fait, le diagnostic, on l'a depuis 50 ans sur ce problème immobilier. On l'a depuis 50 ans avec déjà des lits froids et des problématiques. Est-ce que ça a toujours été le cas? Est-ce que ça a toujours été que les cadres qui ont un niveau, bon, si on prend avec l'inflation et le niveau de la monnaie de l'époque, l'équivalent aujourd'hui de 50-60 000 balles de revenus annuels? Qui ont amené Valéry Giscard d'Estaing à faire le discours de Valouise, c'est-à-dire on va arrêter de construire en montagne parce qu'il y a déjà trop de lits. Et ce qui est assez saisissant, même si on n'arrive pas à avoir des chiffres précis, c'est qu'en 75-78, on arrive globalement à estimer à 350 000, 375 000 lits touristiques construits en montagne, avec 150 000 lits qui avaient été... Et merci Aska, comment va Aska? Et joyeux anniversaire, c'est ton 12e mois d'abonnement. Merci à toi Aska d'avoir joué le jeu un an durant. Créé entre 1971 et 1975. Et aujourd'hui, on estime, on n'a pas de chiffre précis, on estime qu'on est entre 2 400 000 et n'hésitez pas à faire des bits aussi, parce que sur les abonnements, Twitch nous prend la moitié, mais sur les bits, ils nous prennent à peu près rien normalement. 3 400 000 de lits. T'es fatigué? Tu reviens du boulot? Dans les territoires de montagne. Attends. Qu'est-ce qu'il y a, Aurélien? Il n'y a pas 25% sur les abonnements? Ah non, c'est fini. Non, ça c'était en décembre. 400 000 de lits touristiques dans les territoires de montagne. Heureusement qu'on a arrêté de construire grâce aux procédures UTN d'ailleurs. Et sur ce nombre de lits, on en a 50% qui sont utilisés moins de 3 semaines par an, ce qu'on appelle des lits froids. Donc on a une... Ah, c'est ça qu'il voulait dire par les lits froids. Merci Troutski qui montre l'exemple en offrant 400 bits à la rédaction.
Trotsky, qui est probablement le plus ancien abonné de cette chaîne d'ailleurs. Daniel, voilà toi, pour ta fidélité. Et ouais, donc en fait, ouais, finalement, c'est par rapport à la problématique du logement, c'est aussi effectivement des logements qui sont inhabités une grosse partie de l'année. Alors on pourrait dire la même chose aussi, j'imagine, de certains endroits en bord de mer, quoi. Mais en fait, on a trop de lits. On a trop de lits en montagne, on n'a plus assez de clients. Et pour terminer sur un chiffre qui est assez parlant, c'est que la saison 2021-2022 a été une saison considérée comme d'anthologie, celle qui a suivi la période de confinement et la Covid. Il y avait un remplissage moyen de 69%. Chiffre érotique. 69% de remplissage moyen, et on parle que principalement des lits commercialisés, donc des 50% de lits chauds. Donc on est sur une économie qui ne fonctionne que par l'immobilier, en fait. Ça veut dire quoi, Valérie Pommier? Ça veut dire que c'est une économie qui est en train de mourir et qui ne le sait pas, ou qui le sait et qui ferme les yeux? L'industrie du ski est en péril, complètement, par tout un tas de facteurs physiques, réchauffement climatique, etc. Aujourd'hui, une inflation de dingue, et qui ne tient que par subventions publiques. C'est une industrie qui est perfusée des subventions publiques et de l'immobilier qui finalement, normalement, continue de fournir cette clientèle d'ultra niche qui finalement, quand on est millionnaire, si on perd un peu de sous, on reste millionnaire. Hein. C'est pas très grave en fait. Et c'est uniquement ce modèle-là qui tient un modèle du ski où il y a tu vois ton épargne fondre un peu, mais des habitants qui véritablement vont être plantés un jour. On ne prend pas en compte le réchauffement climatique en disant on a des études qui nous disent qu'on peut encore skier 30-50 ans. On oublie GIEC, hein, c'est pas bien grave. On fabrique de la neige à des coûts phénoménaux. On ne sait pas prévoir le coût énergétique d'ici quelques années. Oui, parce que à quel point ça aggrave, puisqu'elle parle de coût énergétique pour pouvoir avoir la neige artificielle, à quel point ça aggrave le phénomène. Problème de ressources en eau évident, hein, même dans nos Alpes, on a des jolies cartes postales de forêts et de lacs, mais on est 4-5 mois en alerte sécheresse et en stress hydrique. C'est juste qu'est-ce qu'on fait de l'eau? Est-ce qu'on la fabrique pour les 7% de Français, ou est-ce qu'on fait gaffe aux bassins versants, aux écosystèmes, à biodive? Et puis il faut du froid pour faire de la neige. Donc tout ça coûte très très cher. On a ces modèles qui disent finalement, si ça ne fonctionne pas, on est sur un modèle qui est subventionné par l'argent public. On a les promoteurs qui poussent parce que les bilans sont quand même pas mal, et puis ça vend bien, pour une clientèle finalement. Donc on a vu très peu de Français, donc tout le monde quand même participe à tout ça. On est sur un modèle où on privatise les revenus et où on mutualise les pertes. Et puis on se dit, si on doit remplir, c'est tellement cher, on a perdu la clientèle de proximité. Donc la puissance publique qui doit renouveler les intérêts, qui doit renouveler les financements des intérêts privés qui gèrent les stations. Par contre, les bénéfices générés par ces stations, il y a un impôt sur les sociétés, mais ça s'arrête là. Si tant est qu'il n'y ait pas, encore une fois, des niches fiscales, des exonérations de tout ou partie des cotisations et des taxes qu'ils doivent payer pour justement soutenir l'industrie du ski. On va faire un effort. C'est toujours dans ce sens-là. Depuis longtemps, on va chercher la clientèle lointaine. Rarement l'industrie qui fait un effort. Riches ou de personnes qui peuvent. Donc cette clientèle haut de gamme qui peut remplir nos lits. J'allais vous demander, quand vous faisiez la promotion justement de ce tourisme, j'imagine que vous ne mettiez pas en avant un tourisme bon marché, c'était plutôt pour des clientèles très aisées. Bien sûr, mais quand on dit qu'il faut récupérer le 1% de Chinois, évidemment, 1% de Chinois qui viendraient skier dans les Alpes, ça met des yuan dans les yeux, mais ça ne marche pas d'un point de vue enjeux globaux. On ne parle pas de l'impact carbone, par exemple. Aujourd'hui, on devrait se désolidariser déjà du tourisme, pour ne pas dépendre de cette manne qui est là, mais fragile au vu des enjeux globaux. Dans cette activité touristique, on a une mono-activité du ski qui est ultra dangereuse d'un point de vue cible, qui est ultra carbonée. On continue à gonfler la cible ultra carbonée qui viendra remplir tous ces lits, et puis avoir des paniers moyens un peu plus élevés que les Français, qui peut-être vont faire gaffe en station. Tout le monde se bat pour avoir ça aujourd'hui. Alors qu'on devrait donc se désolidariser du tourisme, se désolidariser de l'ultra-niche du marché du ski, et tout ça continue à force de marketing com ultra performant, avec des promoteurs qui poussent. Aujourd'hui, on a encore des projets de construction de plus de 40 000 lits en Tarentaise, alors qu'on sait qu'on ne doit plus y aller en fait. Mais tout ça pousse. Et puis dessus, du coup... Moi, je vois pas trop de marketing par rapport à ça, mais peut-être que je suis pas dans une région qui est appropriée. Gravière Millet qui nous dit, joli pseudo, avec des canons à neige, tu peux modifier le microclimat d'une vallée. L'objectif est d'avoir une météo stable pour faire des affaires. Mais je vois pas en quoi ça... Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça modifie le microclimat? Parce que est-ce que cette neige qui est mise là artificiellement, elles font pas si tu la renouvelles pas en permanence? Je vois pas en quoi ça change s'il fait trop chaud pour que la neige tienne, t'es obligé de la renouveler tout le temps. En quoi ça? Ou est-ce que la neige elle-même irradie du froid je sais pas. Qu'est-ce qu'on nous fait? On nous pond un projet de JO en 2030 qui va bien conforter tout ça avec des belles images de ski, neige et tourisme d'hiver, qui va bien faire croire que tout le monde aime le ski dans une certaine partie de la France qui sont aujourd'hui les Alpes réunies.
qui va conforter le modèle carboné des personnes qui vont venir en avion de partout. On ne va pas passer à la rénovation énergétique, qui est un vrai point. Sur les plus de 3 millions de lits dont parle Eric, il y en a les 3/4, c'est les passoires thermiques. On sait que l'enjeu, il est sur la réno. On construit du neuf, défiscalisé. Quelqu'un qui achète son appart 40 000 € du mètre carré à Val d'Isère, il récupère quand même la TVA. Ça pose pas un problème juste moral. La neige renvoie les rayons du soleil d'office, ça chauffe moins que sur le sol direct, d'accord. Ah, c'est vrai que le blanc reflète, ouais. Et éthique, quand on sait qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à se loger à des coûts moindres ou même en location. Donc on a un système fiscal aujourd'hui qui permet de défiscaliser sur ce marché d'ultra niche, alors qu'on sait que... Le pire, c'est pour les gens qui habitent là-bas, qui ont des difficultés à se loger et qui voient tous les lits inoccupés, qu'ils soient froids ou chauds, dans la nomenclature qu'ils utilisent. Finalement, qu'est-ce qu'on devrait faire? On devrait défiscaliser sur l'ancien et défiscaliser à coût réel la réno énergétique. On n'y va pas, puisque aujourd'hui, on a toute la fiscalité qui est plutôt sur... On construit du neuf. Derrière, c'est juste les lobbies de l'immobilier qui disent on ne touche pas à ça. Comme avait dit un préfet il n'y a pas très longtemps, Mme Pommier, quand le BTP va, tout va. On est encore dans ces modèles et c'est logique. Du coup, les récits du ski et les imaginaires du ski sont confortés à fond. C'est pour ça que c'est un des indicateurs, notamment qui en Allemagne, au niveau budgétaire, vous avez vu qu'ils sont pas loin du shutdown en Allemagne et que l'austérité a repris à fond. Et que c'était notamment le bis de la construction qui était complètement en berne et qui tirait beaucoup le truc vers le bas. Et puis aussi le fait que en termes de fournisseurs de machines-outils, ils sont plus les number one. Enfin, il y avait, je sais plus, on en avait parlé dans un couvre-feu si vous souhaitez revoir cette émission. Pour faire croire que tout va bien. Les fabricants de ski qui finalement, je dis pas de marque, mais fait son chiffre qu'avec 15% de son chiffre n'est représenté que pas 15% par l'activité ski, continuent à balancer d'image avec de la neige jusqu'au nez. Il n'y a rien ne change. Alors, vous m'avez fait la transition parfaite, parce qu'on va parler justement de ces fameux JO qui arriveront en 2030. En même temps, on s'attendait pas à ce qu'ils fassent un marketing où on voit de la gadoue ou de l'herbe et des skieurs qui sont là en mode, tu sais, qui cherchent, et, tant pis, tu vois. Mais venez quand même. Coup de chance ou pas, la France était la seule candidate à l'organisation des JO. Et donc, on va voir les réactions de nos JT. Alors, France Télé sera partenaire de l'événement, donc évidemment, c'est génial. Même si, pour être tout à fait juste, on a eu parfois aussi quelques... Et Dalcy, mon crâne reflète toutes les lumières. J'ai vu que du coup, Trotsky l'a supprimé. Question quand même sur l'impact environnemental. J'ai curiosité de regarder. Les Jeux Olympiques d'hiver organisés en France dans 7 ans. Le CIO a retenu une seule candidature, celle des Alpes françaises. Réaction en Savoie et à Nice, où sera basé le village olympique. Après les Jeux Olympiques de Paris, la France organisera les Jeux Olympiques d'hiver 2030, qui seront d'ailleurs diffusés sur nos antennes. C'est l'un des titres à la une de votre... Ah mais en 2030, il n'y aura plus de neige. Au quotidien, c'est gagné, nous dit le Dauphiné Libéré ou encore Nice Matin, pour qui les Jeux sont faits, car les Alpes françaises sont désormais, c'est vrai, seules en lice. La dernière fois, souvenez-vous, c'était à Albertville en 92. Raviver la flamme. Devant la vasque olympique d'Albertville, on y croit. Surtout Frédéric, bénévole aux Jeux de 1992. Moi, je le vois encore comme une très belle aventure. Celle que j'ai... Trop chelou, le truc. Ça a pas l'air d'être pratique du tout, leur torche olympique, là. Vécu pendant les Jeux était tellement formidable que ça vaut la peine d'être vécu. C'est tellement extraordinaire de vivre 15 jours de fête. En tout cas, c'est très phallique. Il faut y aller. Oui. Je disais, en tout cas, c'est très phallique. Un peu. Il faut foncer, quoi. La piste comme torche, ça a pas l'air ouf, peut-être que comme dildo, c'est mieux. de bobsleigh de la Plagne symbolise bien l'esprit des Jeux d'hiver envisagés. Construite pour les derniers Jeux de 1992, elle sera réutilisée, comme 95% des infrastructures disséminées au nord sur les pôles Haute-Savoie et Savoie, et au sud sur le Briançonnais. Seule exception, sur le pôle Nice-Côte d'Azur, une patinoire moderne devrait être créée près du stade. Des jeux éco-responsables, c'est le maître mot, avec des réaménagements plutôt que des constructions, ou encore des dameuses électriques. Et ça, c'est toujours des jeux éco-responsables, la croissance verte, le capitalisme moralisé. Oui, à chaque fois, c'est des formules paradoxales, en fait, qui n'ont pas vraiment de sens. Les sceptiques soulignent, eux, la neige, qui déjà se raréfie. Réponse du patron de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Chacun des sites qu'on choisit sont des sites qui auront de la neige en 2030. Ensuite, ils sont déjà équipés en neige, donc on n'aura pas d'équipement à refaire. Alors, je voudrais qu'on s'arrête sur cette dernière phrase parce que je ne l'ai pas comprise personnellement. Quand Laurent Wauquiez dit « ils sont déjà équipés en neige », ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on commence déjà à stocker des tonnes et des tonnes de neige pour les JO? Non, en fait, aujourd'hui, on va dire... tu peux stocker de l'eau, mais... Je crois qu'il y a un taux de couverture en neige artificielle qui est chiffré à 45%. Il y a un taux de couverture de 45% sur les domaines. Je ne sais pas si c'est Alpes du Nord, Eric. Je crois que c'est... Tout domaine confondu, c'est là où il y a un loup. D'accord. Il y a un loup parce que c'est tout domaine confondu. On met dedans les Pyrénées, les Alpes. C'est les fameux chiffres français pas très précis. Massif central, le Jura, les Vosges, donc forcément ça paraît faible. Tu l'aimes pas toi, lui, Habitus ? Les stations d'altitude, elles sont quasiment toutes équipées à plus de 80%. Pour que tout le monde comprenne bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, quand on skie en France, on skie sur 45% de neige artificielle. Selon les domaines. Un fond romeux, c'est 93%
Certaines stations des Alpes sont... Quand tu es à 93%, juste arrête d'exploiter ça en tant que station de ski, quoi. 80%. Un domaine de plutôt au village des Aravis sont environ à 30%. Mais le projet aujourd'hui de Laurent Wauquiez, et ça a été dit lors de son plan montagne durable, expliqué en septembre 2021 au Grand Bourgnon, j'étais dans la salle, il dit on va augmenter les taux de couverture en neige artificielle jusqu'à 70%, parce que tant que je serai président de région, on va parler ski, neige et tourisme d'hiver. Ne vous inquiétez pas, les copains, on reste solidaires. Il dit bien, en face, il y a tous les lobbies du ski, le syndicat des moniteurs, les maires, les ESF, tout le monde est l'armée rouge. Et ils sont tous c'est les écoles du ski. L'école du ski français. Oui, bon, la méta LR, c'est pas tellement à la sobriété énergétique, la préservation de l'écologie et voire de la décroissance. On n'est pas tellement sur ces bails-là. Qui est un vaste sujet aussi. Ils sont tous là à dire super, Laurent nous soutient. Donc c'est juste, on remet un petit coup de perfusion d'argent public. Hein. Donc aujourd'hui, le projet est bien d'augmenter les taux de couverture en neige artificielle sur quasi tous les domaines qui seraient en dessous d'un certain niveau. Ils disent en dessous de 45%, en dessous de 30%, on devrait monter au moins à 50%, c'est à peu près ça, 45-50%. Aujourd'hui, sans neige artificielle dans les Alpes du Nord. Merci Vladolfo qui prend un abonnement pour le 6e mois. Et bim, Daniel Valatois. Merci beaucoup. C'est probablement pareil dans les Alpes du Sud, mais je connais bien les Alpes du Nord. Sans neige artificielle, on ne peut plus skier aujourd'hui. C'est un fait. Donc on arrive, c'est tout blanc. Arrête, en fait, on n'a pas besoin. À la base, c'est un mode de locomotion, le ski, qu'on a développé pour les endroits où on n'avait pas le choix. Et là, on en est réduit à faire en sorte de recréer ces conditions. On n'a pas d'autre choix que de prendre le ski pour continuer à en faire. On a plus de 700 canons à Val d'Isère. Val d'Isère, c'est une station qui se situe à 1800 mètres d'altitude. C'est quand même très haut. Aujourd'hui, on a des canons sur les glaciers, carrément. Imaginez les gigantesques lacs asséchés. Alors, je ne sais plus si on parlait, c'était de la mer Rouge ou une mer intérieure comme ça, qui s'était réduite comme peau de chagrin et dont il restait que quelques modestes poches hydriques. C'est comme si tu te disais, vas-y, on va reconstituer la mer, mais juste pour faire de la planche à voile. Quoi 700 canons qui tournent au début d'hiver pour emmagasiner, pour fabriquer cette sous-couche dont ils sont très friands, parce que la neige artificielle, c'est plutôt de la glace, quand elle est tassée, elle tient, etc. Oui, en fait, c'est de la glace quasiment pilée, j'allais dire. C'est de la glace, elle tient bien, ouais, c'est ça, c'est différent de la vraie neige, et elle craque. Oui, parce que non, la mer Rouge, elle fait l'actualité en ce moment, c'est pour de toute autre raison, elle ne s'assèche pas. En fait, sous les pieds, potentiellement, il y a un peu des missiles qui peuvent passer de temps en temps. C'est du gel. Hein. Aujourd'hui, sans neige artificielle, on ne peut plus skier, c'est clair. Donc, comme ils ont bien compris, alors qu'au tout départ, la neige artificielle était prévue pour faire des liaisons stratégiques de stations, comme un espèce de pansement pour des soucis de liaison. Aujourd'hui, c'est des choses ponctuelles, mais là, c'est quelque chose de tendanciel, tu vois. C'est une véritable stratégie pour conforter le modèle du tout-ski partout. On skie sur de la neige artificielle partout, ce qui pose un problème d'eau, d'énergie. On est d'accord que c'est quand même le truc le moins grave du réchauffement climatique depuis pouvoir skier, non ? Peut-être pas pour les riches. Biodiversité, écosystème. Alors on va y venir. Eric Adamkiewicz, je reviens sur cette phrase encore une fois de Laurent Wauquiez, mais quand il dit en 2030, nos stations sont déjà équipées en neige, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on stocke ou en fait il dit on est déjà équipé en équipements qui produiront de la neige? On est avec des stations qui sont équipées pour produire de la neige de culture. Ah vous dites neige de culture? Oui, moi je dis neige de culture parce que d'abord il n'y a plus d'adjuvant, mais il y a que... Si tu fais comme métier, je fais pousser de la neige, voilà. Il y a de l'air, de l'eau, de l'énergie et du froid. Et même si certains fantasment à la production de neige à 12 degrés, je pense que s'il n'y a plus de froid et que si on manque d'eau et que le prix de l'électricité continue d'augmenter, on va avoir de multiples problèmes à résoudre. Heureusement, l'argent public est là, comme l'argent public sera là pour les Jeux Olympiques. Petite précision pour la candidature des... Donc voilà, heureusement, grâce à vous, les gueux, qui, quand vous faites des courses, vous payez de la TVA ou si vous payez un impôt sur le revenu, que vous avez la chance d'être imposable, bon, vous allez payer le fait que des stations privées vont générer de l'argent grâce à une clientèle internationale, pas vous. Donc juste vous payez, mais vous faites pas de ski. Et bien sûr, les bénéfices et dividendes ne vous seront pas redistribués de quelque manière que ce soit. Les Jeux, vous avez dit qu'on était la seule nation. Non, on était 3 nations qui ont déposé. Et gageons que l'imposition de ces stations doit être bien moindre que les aides qu'elles reçoivent. J'allais vous demander de raconter ça parce que justement c'est pas un hasard si on s'est retrouvé la seule finalement à être sélectionnable. En dialogue, ils appellent ça un dialogue ciblé. En fait, ce qui est assez pathétique, c'est que CIO s'est tiré une balle dans le pied de mon point de vue. En fait, le deal pour moi, il a eu lieu en juillet. Ils ont dit aux Français, et ça a été reconnu par Renaud Muselier dans un article dans la Provence au mois d'octobre. Président de la région PACA. Président de la région PACA.
Diamond, si tu peux, envoie les mêmes notifs quand tu streams que quand tu publies sur YouTube. C'est-à-dire sur Chabala, j'ai pas spécialement envoyé. Enfin, j'avais envoyé un tweet pour dire qu'on faisait le couvre-feu avec Kali avant. Et vu qu'il nous arrête, je me suis dit, bon, bah, les gens qui ont été chez Kali, ils savent, du coup, ils ont pas besoin d'une notif supplémentaire, quoi. Mais sinon, j'essaie de puber partout. Ah oui, elle est présentée le dossier pour les Jeux Olympiques 2034 ou 2038. Et on lui a dit non, pour 2034-2038 c'est mort, par contre 2030 c'est possible. Donc à l'arrache, ils ont transformé un dossier qui était région PACA et Italie pour 2034-2038 à dossier les Alpes françaises 2030. C'est-à-dire qu'ils ont accepté de perdre 6 ans de travail et de préparation pour des Jeux Olympiques. Ça a crunché ou quoi ? Le premier élément, c'est-à-dire que c'est le CIO qui a imposé la date. Moi je parle même d'un oukase. C'est soit ça, soit c'est rien. Bon, on va le prendre même si ça nous met dans le jus. Et puis il y a l'autre anachronisme, c'est-à-dire que ce sont des jeux qui sont présentés comme sobres et respectueux de l'environnement, avec 95% des équipements qui existent. Alors je vais donner que 2 exemples. Je vais donner l'exemple de la piste de bobsleigh sur laquelle j'ai eu la chance de travailler. J'ai débuté ma carrière sur la préparation de l'usage de la piste de bobsleigh après les Jeux Olympiques d'Albertville 92. La piste de bobsleigh de la Plagne, c'est ce qui a coûté le déficit complet des Jeux Olympiques d'Albertville 92. Au lieu à 70 millions de francs, elle a coûté au final 240 millions de francs parce que ça a été mal préparé. Et c'est ce qui a fait. Parce que c'est si coûteux ça, une piste de bobsleigh, ouais, tu dois creuser le truc dans de la glace, etc. C'est pas la même problématique que d'avoir un truc plat et damé, quoi. Les Jeux n'ont pas payé les Jeux à l'époque, premièrement. Et puis, ça a été aussi intense, ce qu'on a oublié, c'est que 80% des communes olympiques se sont retrouvées surendettées après les Jeux Olympiques de 92. Et pour faire le lien avec l'utilisation respectueuse des équipements qui existent, on va construire 2 patinoires à Nice, alors que dans le même temps, la patinoire de Pralognan, qui est la patinoire olympique destinée, qui a été construite pour les Jeux Olympiques de 92, est un boulet financier pour la commune de Pralognan. Donc en fait, le discours comme quoi on est sur une aide au territoire, il est pipeau. Il est pipeau et même la piste de bobsleigh. Est-ce que t'aides le territoire ou la société qui exploite le domaine skiable, Ils vont devoir mettre entre 10 et 15 millions. Excite Laurent Wauquiez de la course à Val d'Isère au critérium de la première neige la semaine dernière. Il a annoncé 10 à 15 millions d'euros pour remettre à niveau la piste de bobsleigh, qui a déjà eu 6 millions d'euros en 2007 et qui est déficitaire chroniquement depuis 32 ans. Et puis qui fait du bobsleigh ? En dehors des JO, je veux dire. Est-ce que vous avez été plusieurs à me dire oui, si, moi ça m'arrive de skier, ou ça m'est déjà arrivé de skier, mais qui a sur ce chat, voilà, vous êtes 182, qui a déjà fait du bobsleigh ? Levez le bras, mince, je me suis mute quand je devais pas et démute quand je devais. Bref, la musique de Hades est un peu trop énervée, on va la baisser. Pourtant, je suis à 50 au minimum et à 50% du minimum. Mais bref, c'est des fois dur à doser, mais elle est tellement bonne qu'on ne lui en tient pas rigueur. Je vous parlais tout à l'heure donc de cet article de Yann Philippin par rapport, alors juste sur l'émission Arrêt sur Image pour les gens qui veulent écouter la suite, parce qu'on s'arrête là, on a écouté 35 minutes d'une émission qui fait 1h16. Donc on a écouté un bon tiers, mais un peu moins de la moitié. Si vous voulez écouter le reste, écoutez, ça se passe directement chez eux. Attends, Dai, t'en as jamais fait? Jamais de toute ma vie. J'ai fait des trucs dans ma vie. J'ai fait de l'équitation, j'ai fait du karting, j'ai fait de la moto. J'ai un permis de catamaran, pour vous dire. Je vous laisse meubler 10 secondes, messieurs, je dois répondre à ma pote. Bon, et vous ne meublez pas du tout. Non, mais en fait, je suis tout seul. Mais oui, l'ours, je t'encourage à meubler. Je me remute. Mais ouais, bah moi, j'ai jamais fait de bobsleigh. J'ai déjà fait de la luge. De la luge sur piste comme ça. C'est sympathique, mais voilà, j'ai pas eu l'occasion de faire du bobsleigh pour noob. Parce que je sais qu'il y a des trucs où t'as un bobsleigh qui est limité, genre à 70-80 km/h et tout, et c'est du truc spécial pour les noobs où normalement tu peux pas dérailler, mais bon, j'ai pas eu, dérailler, dépister, mais ouais. C'est Captain Devlin qui dit j'ai fait du bobsleigh, mais en attraction à Nigloland. Oui, c'est... Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Putain, Nigoland, quoi. Ça existe encore, ce parc. C'est incroyable. Alors, Sircha qui nous dit traumatisé par la montagne.
En voyage en maternelle, froid, crampé et envie de faire pipi. Ah, tu sais, à la montagne est un toilette géant, hein, donc quelque part, tu peux faire pipi un peu n'importe où. Enfin, si ça dépend comment t'es équipé. Et c'est comme ça que commencent les avalanches. Évidemment. Non, c'est pas ça. Les avalanches jaunes, bien évidemment, oui. Parle de snow ou de ski plutôt. Oui, donc personne a fait de bobsleigh, là, je vous écoutais, mais personne. La montagne, c'est the place to pee. Pourquoi pas? Si, il y a Captain Devlin qui en a fait, mais à Nigloland. Ah, ça ne compte pas. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur Darmanin qui aurait conseillé le PSG au détriment du trésor public? Alors déjà, moi, à l'époque où je travaillais à la direction de la jeunesse et des sports de Paris, moi je voyais déjà combien il prenait le PSG. Je sais pas si le hold-up du trésor public était déjà là. Hein. J'étais à la mission budgétaire, donc je voyais les chèques, je les validais, je les tamponnais, je les mettais sous enveloppe. Et je regardais les montants qui étaient hallucinants. 6 ans plus tard, cela reste le plus gros transfert de l'histoire du football. En août 2017, le PSG réalisait le casse du siècle en arrachant l'attaquant vedette Neymar au FC Barcelone pour 222 millions d'euros. En voilà un chiffre qu'il est beau. La facture, déjà astronomique, aurait pu être encore plus salée. Selon nos informations, les avocats du PSG estimaient probable que l'administration française réclame des dizaines de millions de taxes et cotisations sur cette opération. Oui, parce que les montants des transferts, ils sont scandaleux. Si en plus on peut pas les taxer ou si on minore leur taxation, ça commence à être chiant. Mais le club est parvenu en seulement 4 jours à éliminer complètement ce risque et à ne payer aucun impôt, grâce à une faveur accordée par le ministre des Comptes publics de l'époque, Gérald Darmanin, aujourd'hui ministre de l'Intérieur, qui se verrait bien. Oh, et lui, il dit Premier ministre d'Édouard Philippe, mais on a très bien compris ce qu'il convoite, contre la jurisprudence de l'administration dont il avait la tutelle. Bah, vous savez, hein, les ministres du budget, c'est eux qui ont des comptes en Suisse. C'est ce que révèle une enquête de Mediapart, basée sur des documents inédits issus des Football Leaks, ainsi que des documents judiciaires déjà dévoilés par Libération et l'équipe. J'ai pas vu passer ça dans Libé. Après, je lis pas la rubrique sport de Libé, peut-être c'est là qu'ils l'ont mise. La justice s'est intéressée au transfert de Neymar dans le cadre de la tentaculaire affaire des barbouzeries du PSG. Oui, souvenez-vous, c'était il y avait des anciens de la DGSI, je sais plus qui, enquêtaient sur des gens et que c'était des enquêtes qui étaient un peu commandées pour voilà, je sais plus exactement pourquoi. Et je crois qu'il y avait aussi eu une implication, je sais plus si c'était dans ce cadre-là aussi du PSG qu'il y avait eu l'affrontement Qatar versus Émirats Arabes Unis. Je sais plus si c'était le même dos. Et les barbouzeries du PSG, de toute façon, ils nous en mettent un lien. Je crois qu'on s'y était intéressé à l'époque. Comment ils avaient titré ça? Documents volés, arrestation au Qatar. Oui, c'était bien ça. Et arrestation au Qatar, l'enquête qui secoue l'Émirat. C'est bien ça. Et il y a même des bails de torture dedans. Donc ça a l'air d'être plutôt Bresson. Hein, donc avis aux oreilles averties. Je vais juste ouvrir et je reviens tout de suite pour vous lire l'article. Ouais, non, mais si tu te mets ici, c'est bon. Et je peux même te mettre un micro si tu veux participer. Non. Bon, bah, pose-toi. On va finir la lecture de l'article ensemble avant de rendre l'antenne. Puisque, bah, du coup, c'est un petit peu le dernier dose de la journée qui est tombé en cours de route, qui est tombé même pendant le couvre-feu. C'est pour vous dire. Donc, les barbouzeries, on est parti de là dans l'enquête. Les barbouzeries qui portent sur des enquêtes présumées illicites via la consultation de fichiers de police et des opérations de déstabilisation menées notamment au sein du club ainsi que sur l'armée numérique pilotée par le directeur de la communication du club, Jean-Martial Ribet. Alors attendez, ça par contre, les bails de l'armée numérique, ça je ne l'ai pas. De quoi est-ce qu'on nous parle? Révélation sur l'armée numérique du Paris Saint-Germain, c'était en 2022. Il y avait déjà Yann Philippin dans le dos. Adrien Rabot, gros fils de programmeur, ça bouge pas. What? Ce document révèle que le club détenu par l'État du Qatar a créé sur Twitter une armée numérique de faux comptes, d'accord, chargée de mener des raids très violents et souvent grossiers contre de nombreuses cibles. Des médias jugés hostiles au PSG comme Mediapart. Ah bon, Mediapart, ils sont plutôt à l'OM et l'équipe.
le supporter giflé par Neymar, la jeune fille qui a accusé la star brésilienne de viol, mais aussi des personnalités du club comme le joueur Adrien Rabault, l'ancien directeur sportif Antero Henrique, stupeur, même l'icône. Kylian Mbappé a été égratigné lorsqu'il a laissé entendre qu'il pourrait quitter le club en 2019. Eh ben ça, j'étais passé à côté sur le coup. Mais n'hésitez pas à le consulter aussi. Jean-Martial Ribes a été pendant 11 ans, jusqu'à son départ, donc c'était récent, en mai 2022, l'un des plus proches collaborateurs du patron du PSG, Nasser El Khelaifi, si je le prononce mal. Il y a une ferme de trolls du PSG. Ben oui, plus ou moins, c'est ce qu'on est en train d'apprendre. Alors déjà, il y a la cellule barbouzerie, les trolls. Alors je sais pas s'ils sous-traitent ça en Russie ou... Je sais pas. Il a été mis en examen le 1er décembre 2023, donc ça c'est tout récent, dans cette affaire pour 7 délits dont la corruption et le trafic d'influence dans le volet Neymar de l'affaire. Présumé innocent et conteste les faits qui sont reprochés, bon ça on est obligé d'avoir ses précautions oratoires ou scripturales en l'occurrence. L'affaire qui nous intéresse commence en juillet 2017. Oui, parce que quel rapport avec Darmanin? L'émir du Qatar, propriétaire du PSG, veut laver l'affront de l'humiliante défaite du club en Ligue des Champions face au FC Barcelone en lui prenant Neymar. Oui, bon, en même temps, ils ont le PSG. Bon, j'y connais rien en foot, mais j'ai l'impression qu'ils sont même s'ils s'en sortent pas trop mal en Ligue des Champions, à ce que j'entends en ce moment. Tu peux injecter autant de pognon que tu veux, ils rivaliseront. Oui, ils gagneront le championnat français, mais contre des gros clubs européens, c'est un peu plus compliqué. Puisque le club catalan refuse de le vendre. La seule solution est de payer 222 millions d'euros, le montant de sa clause libératoire dans son contrat probablement. Mais cela pose un gros problème fiscal. Le contrat de l'attaquant brésilien prévoit que c'est à lui de payer cette somme au Barça pour se libérer. Résultat, le PSG doit d'abord verser les 222 millions à Neymar, avec le risque que ce paiement soit assujetti en France à l'impôt sur le revenu, mais surtout aux cotisations sociales, qui financent la Sécu comme n'importe quelle rémunération. Ah oui, mais ça pour les salariés au SMIC, pas pour les gens qui ont des transferts à 200 et quelques millions. Là, par contre, ça n'intéresse pas le fisc. Ça devrait, mais... Ou ça les intéresse un peu tard. Cela commence à faire vraiment beaucoup d'argent. Le PSG fait plancher les meilleurs experts. Le 21 juillet, les avocats fiscalistes du club confirment, dans un mémo confidentiel issu des Football Leaks, que le risque de taxation en France est fort. Vous n'êtes pas sûr? Ils ont établi 4 scénarios, selon lesquels le fisc et l'URSSAF, puisqu'ils prélèvent les cotisations, pourraient prélever entre 67 et 224 millions d'euros. Ah oui, parce que ça, c'était juste le montant de la clause libératoire à la base, les 222. Le 24 juillet, c'est au tour d'Ernst & Young de livrer son analyse. Oui, c'est eux qui font notamment c'est eux qui délivrent les notes des dettes souveraines, il me semble. Vos avocats pensent à ce stade que le risque de devoir payer des charges sociales est probable. Ah, mauvaise nouvelle pour eux. Rappelle le cabinet qui estime la facture potentielle à 40% du montant du transfert, soit 88 millions d'euros. Ce bon vieux dude qui nous dit alors que ça doit faire l'effet d'une immense cafouille à la lecture du relevé. De toute façon, j'ai toujours été convaincu que les inspecteurs des impôts ont une corruption propre à leur situation. Ne va pas dire ça chez Lex Calvin. Je crois que Papa Lex, c'était un inspecteur des impôts. Pour le PSG, ce serait une catastrophe, les 88 millions d'impôts. Malgré ses moyens quasi limités tirés de l'exploitation de ses gisements de gaz, le Qatar rechigne à verser plus de 222 millions d'euros. Le PSG doit donc obtenir, dès maintenant, la garantie qu'il ne paiera aucune taxe. Le temps presse, la proposition de contrat doit être envoyée à Neymar la semaine suivante. Le 24 juillet à 20h, le directeur de la communication du club, Jean-Martial Ribes donc, appelle à la rescousse son très bon ami, Hugues Renson, que je ne connais pas, qui était jusqu'en 2022 député macroniste et vice-président de l'Assemblée nationale. Ah, on commence à voir se dessiner un petit peu le faisceau. Grand fan du PSG où il rêve d'être un jour embauché, il rendait régulièrement des services de DIRCOM, directeur de la communication au club, et bénéficiait tout aussi régulièrement de places gratuites au carré VIP du Parc des Princes. Et attention, les présidentielles et les VIP du Parc des Princes, je sais pas si c'est pareil dans les autres stades. Moi qui l'ai visité dans le détail, c'est une suite d'hôtels, c'est un truc de ouf quoi. Surtout la présidentielle. T'es dans une bulle au-dessus qui surplombe les gradins, enfin bref. Et tout en étant à l'intérieur quoi. Ribes, mais tout est vitré. Ribes lui demande de venir immédiatement dans un grand hôtel parisien, où il se trouve avec son patron Nasser El Khelaifi. Le député macroniste, qui est en pleine séance à l'Assemblée, accepte de quitter spécialement l'hémicycle pour les rejoindre à 21h. Bon, on sait que de toute façon, la présence à l'hémicycle, bon. Le sujet était Neymar, a confirmé Jean-Martial Ribes aux policiers. Après un bref entretien, Hugues Renson retourne à l'Assemblée. À 22h14,
il annonce à Jean-Martial Ribes qu'il vient de parler à Darmanin. Ah, ça y est, le nom de l'abject Darmanin est lâché. Est-ce qu'on a encore le droit de dire ça? Il a bien le truc en tête et me dit qu'il y travaille. Il se trouve que Gérald Darmanin, homme de droite rallié à Emmanuel Macron et nommé ministre des Comptes Publics seulement 2 mois plus tôt, est un très proche de Nicolas Sarkozy. Bah, c'était un des plus gros sarkozystes, oui. Lui-même extrêmement proche du PSG et du Qatar. Hugrenson précise que les supérieurs du ministre, c'est-à-dire le président et son équipe, sont également impliqués. Emmanuel Jupiter et Faistos Ier a-t-il personnellement supervisé le dossier? On sait que sur certains dossiers, oui, il était impliqué. Alors, est-ce que dans celui-là, c'est comme pour le dossier Uber? Interrogé par Mediapart, l'Elysée, comme d'habitude, n'a pas répondu. Et salut à toi, Majra. Comment va? L'intervention du député semble en tout cas avoir été efficace. Le soir même, le directeur général du PSG, Jean-Claude Blanc, s'entretient avec le directeur de cabinet de Gérald Darmanin, Jérôme Fournel, qui se trouve être aujourd'hui le patron de la DGFiP, l'administration fiscale. Donc, le renard, le poulailler, tout le monde est en place. À 22h37, Fournel envoie par email à Blanc. Suite à notre conversation, une note blanche non signée intitulée « Transfert joueur », on a des captures en dessous. Le bras droit de Gérald Darmanin écrit que la clause libératoire n'existe pas en droit français. Il n'y a donc pas de règle juridique expresse ou incontestable et il n'est pas possible de prévoir à 100% si l'administration va décider de taxer ou pas. Ah, c'est pour ça qu'il parlait de probabilité ou pas. Et parce que ça, c'est juste dans le droit espagnol ou catalan. Je sais qu'ils ont un parlement régional, peut-être qu'il y a des règles fiscales différentes aussi. Donc qu'est-ce qui est surligné ici dans les extraits de la note? Néanmoins, l'ACOS et les URSSAF se sont récemment prononcés dans des cas assez similaires, dans le sens de l'assujettissement dans le cadre de contrôle dans le secteur du rugby. L'assujettissement à l'impôt, donc sous-entendu. Il apparaît toutefois dans ce contexte que, même avec la meilleure volonté, les URSSAF pourraient difficilement opérer un virage à 180 degrés sur ce dossier si on leur pose un rescrit. Alors je ne sais pas ce que c'est un rescrit, dans des termes aussi proches, visiblement, que les cas sur lesquels elles se sont prononcées récemment. Il est donc indispensable que la solution présentée aux URSSAF, il faudrait y veiller en amont, soit suffisamment différente et éloignée des précédents récents pour leur laisser un espace d'interprétation. Bah oui, faites pas exactement le même truc que la sorte de jurisprudence qui fait qu'on taxe. Plusieurs solutions sont sans doute à mobiliser. Mais il se montre pessimiste pour le PSG. Donc ça justement, c'est ce qu'on a lu. Ajoutant que l'URSSAF doit assumer la responsabilité légale exclusive de la décision sous le contrôle assez étroit de la Cour des comptes. Mais surprise, après ce sombre diagnostic, Jérôme Fournel propose des pistes au PSG pour échapper aux cotisations sociales. Je rappelle, le mec qui va être à la tête de la DGFiP. Donc en fait, c'est quand les mecs qui sont responsables du fisc français t'expliquent comment frauder le fisc. En gros, est-ce qu'on a bien tout compris? Qu'est-ce que tu nous dis, ce bon vieux Jude? Il a raison de l'exprimer, c'est comme ça qu'on soigne un métier. J'ai vu ses premiers streams avec le padré de l'ex. Et donc au contrôle. Parce que tu peux être légalement soumis à l'impôt. Hein. J'ai pas d'exemple où c'est le cas. Mais toutes les administrations ne sont clairement pas aux ordres des remontées d'infos des agents de terrain. Et pour le coup, oui, parce que ce que je veux dire, c'est que l'administration fiscale est pas forcément parfaite, quand bien même ces agents essaieraient de faire le job. Je sais pas comment il faut interpréter ton mini pavé. Il est donc indispensable, donc voilà, que ce soit une solution qui ressemble à quelque chose de différent pour pouvoir interpréter que, t'inquiète frère, il n'y a pas d'impôt à payer. Jean-Martial Ribes, qui a obtenu la note, la transfère immédiatement à Hugrenson. Lendemain, 25 juillet, Ribes relance le député dès 9h43 pour lui demander s'il a des nouvelles du ministre. Puis lui envoie un mémo ultra confidentiel contenant la proposition du PSG en faveur d'une taxation zéro, rédigée sur la base des solutions suggérées la veille par le directeur de cabinet de Darmanin. Ils doivent pouvoir accepter ça pour qu'on finalise, explique-t-il. Actif supérieur, c'est aujourd'hui ou jamais, insiste le directeur de la communication du PSG. Si ça ne passe pas, cela aura un impact sur beaucoup de choses. Bah déjà 88 millions d'impact, visiblement. C'est le deal sportif du siècle, il ne faut pas qu'il soit tué par l'administration. Quand même, le niveau d'indécence, justement, c'est qu'en fait, des sommes de plus en plus incroyables, et en plus, il faudrait qu'elles ne soient pas taxées, quoi. À 13h31, Hugrenson lui indique avoir eu un message de Darmanin expliquant que son DIRCAB est en train de traiter avec le club. Jean-Martial Ribes lui demande de faire pression. « Je viens d'activer », répond le député. Une heure plus tard, Jean-Martial Ribes apprend qu'une réunion d'arbitrage au sommet est prévue à 18h30 à Bercy, mais que les dirigeants du PSG n'ont pas été invités.
Il s'en plaint à Hugrenson, qui semble alors débloquer la situation. Le ministère vient d'appeler. Jean-Claude Blanc, il va. Merci mon ami, le remercie Ribes. Donc le directeur de l'époque du Paris Saint-Germain. Est-ce que les décisions de Bercy doivent se faire collégialement avec les gens qui potentiellement doivent craindre ces décisions? Pareil, on peut poser la question. Jamais mieux servi que par soi-même. Ah oui, bah là, on se sert directement. Ministère des Comptes Publics, Gérald Darmanin, aujourd'hui à l'intérieur, dans son bureau à Bercy en 2017. Et qu'est-ce qu'il tient, lui? Il a une petite coupe de champagne à la main? Comment ça se passe? Je ne sais pas. Un courriel issu des Football Leaks confirme que Jean-Claude Blanc a bien assisté à la réunion. Le débat n'est pas tranché, raconte dans la soirée le numéro 2 du club à ses troupes, précisant qu'une nouvelle rencontre décisive aura lieu au ministère demain, en début d'après-midi. Encore une affaire à suivre. Le lendemain, 26 juillet à 15h05, juste après la réunion, Hugrenson se charge d'annoncer la bonne nouvelle à Jean-Martial Ribes. J'étais avec Gérald, on a parlé. Il considère que c'est bon, le calendrier a l'air fixé. Ce qui compte, c'est que les documents que nous avions évoqués soient produits. Ils protégeront. Le député a raison. Dès le lendemain, le PSG reçoit 2 rescrits. Ah bah c'était le terme qui était utilisé tout à l'heure. Fiscaux adressés par le fisc et l'URSSAF d'Île-de-France qui annonce au club qu'il n'y aura ni impôt ni cotisation sociale à payer au sujet de la clause libératoire de Neymar. D'accord, par avance, avant que ça se fasse. Un blanc-seing fiscal. Le matin du 3 août, quelques heures avant l'officialisation du transfert de l'attaquant brésilien, Gérald Darmanin s'en était réjoui au micro de France Inter en tant que ministre des Comptes Publics en raison des impôts qu'il va pouvoir payer en France. Ouais, oui, bah du coup, il va habiter en France et il va payer des impôts en France. Du coup, ça vaut bien le coup qu'on ne taxe pas le transfert le plus cher de l'histoire. C'est vrai qu'on va mettre la balance, combien d'impôts il a payé Neymar en France. Il vaut mieux que ce joueur de football paye ses impôts en France qu'il les paye ailleurs, avait-il ajouté, assurant que les intérêts du pays, et notamment ses intérêts financiers, seront bien observés. Petit rire démoniaque. Gérald Darmanin s'était bien gardé de mentionner la faveur fiscale qu'il venait d'accorder au PSG pour faciliter sa venue. Neymar, qui a quitté le club à l'été 2023, il est resté quand même quelques temps, a rapporté environ 24 millions. Ah bah on a le chiffre, c'est cool. 24 millions par an à l'État et à la Sécu en impôts et cotisations sociales liées à son salaire, selon un calcul réalisé par Mediapart grâce au document Football Leaks. Mais l'argument est plus que discutable. Rien ne dit que le Qatar aurait renoncé à l'acheter si le risque de payer des taxes sur son transfert n'avait pas été éliminé. On aurait pu avoir l'argent du beurre plus l'argent du beurre. Vous voyez ce que je veux dire? Et le cul de Neymar. Sollicité par Mediapart, Gérald Darmanin et Jérôme Fournel n'ont pas répondu eux non plus. Dommage. Hugrenson semble pour sa part avoir été récompensé. Le 4 août 2017, Jean-Martial Ribes le remercie et lui annonce que ses 2 fils feront partie le lendemain des Escort Kids qui accompagnent les joueurs lors de leur entrée sur le terrain pour le premier match de la saison de Ligue 1 au Parc des Princes et le premier de Neymar sous les couleurs du PSG. C'est comme ça qu'on t'a acheté? C'est tes gamins, ils vont fouler la pelouse du Parc des Princes et tant pis pour le trésor public? Il semblerait que ce soit ça. Un mois plus tard, le député réclame et obtient pour l'anniversaire d'un de ses fils une photo de son rejeton avec Neymar dédicacé par le joueur. Ah oui, bon alors, tout est pardonné s'il y a une photo dédicacée de Neymar. Toujours en septembre 2017, le directeur de la communication l'invite au match du PSG contre Lyon, puis contre le Bayern de Munich en Ligue des Champions. On rajoute des petites places en Ligue des Champions, c'est quand même la compétition de football la plus cotée. En tout cas pour les clubs. Ce n'est, au final, pas cher payé pour un député qui a contribué à éliminer un risque fiscal de plusieurs dizaines de millions d'euros. Hugrenson, aujourd'hui cadre dirigeant chez EDF, n'a pas donné suite à nos questions, lui non plus. Lors de sa garde à vue, Jean-Martial Ribes a relativisé l'entre-gens de l'ancien député. Je ne pense pas que Hugrenson avait le pouvoir de faire quoi que ce soit. C'est un vrai passionné du PSG, c'est pour cela qu'il s'investit de cette manière. Jean-Martial Ribes a assuré aux policiers n'avoir joué qu'un rôle mineur dans l'opération. Honnêtement, je n'étais pas dans ces discussions-là. J'étais hors sujet. Mon seul rôle est de pouvoir aider au maximum mon entreprise sur un enjeu très important. Il a précisé que c'est le directeur général du club, Monsieur Blanc, qui a discuté avec Bercy. Ah oui, on a vu, il était directement invité. Bon, voilà, on rejette la patate chaude. Neymar est un non-sujet pour mon client parce qu'il n'a participé à aucune réunion avec les services concernés, indique à Mediapart son avocat. Romain Vanni. Ah, il n'y a que les avocats qui répondent toujours à Mediapart. Sollicité. Le PSG et son président Nasser El Khelaifi ont refusé de répondre. Jean-Claude Blanc, qui a quitté le club en février dernier et dirige aujourd'hui la branche sport d'Ineos, actionnaire notamment de l'OGC Nice et de Manchester United, n'a pas souhaité commenter.
Bon, bah écoutez, les dossiers qui s'accumulent dans la sphère jupitérienne et même parmi les présidentiables. Donc, c'est pas le premier dos de Darmanin, même s'il a été innocenté dans le cadre de l'appartement où il avait fait du chantage à une mère de famille pour qu'elle ait un appartement. Alors lui, il le présente pas comme ça, évidemment. Et merci à l'anonyme qui offre 20 € à la rédaction. Danyavad à toi. Merci beaucoup, cher anonyme. Je crois que aucun message n'accompagne ton don. Merci beaucoup. Bah écoutez, avant qu'on raid, bah justement, merci à l'anonyme, merci à Trotsky, merci à Aska pour son 12e mois, merci au tuto de Mendes, à Code Poulette pour son 10e mois, Juan Castoflex pour son gift sub, merci à Habitus pour le gift sub, merci Devilou également pour le gift sub, merci pour le 3e mois à Gjun, merci Noctoparo pour le gift sub, merci à Melko pour le 5e mois. Merci à Iris Desmarais pour le 4e mois, à SICWV pour le 9e mois, et bien sûr, un SO et un gros merci à Calivision pour le raid tout à l'heure. Bah, à tout hasard, je mets le lien, même si je pense que vous connaissez déjà la crèmerie. Est-ce que c'est pas le cas? Est-ce que vous ne connaissiez pas la chaîne de Cali? Bah, je pense qu'il y a autant de gens qui font du bobsleigh que de gens qui ne connaissent pas Cali. Qu'est-ce que vous en dites? Bah écoutez, on aura fait du coup 1h20 de supplément, j'espère que ça vous convient, et nous allons pouvoir raid en territoire lexien. Alors voilà, normalement il n'y a pas de confus ou de droitos, parce que ça n'est pas toléré par Lex Calvin, et je pense qu'il a raison. Lex Calvin, du coup, de quoi il va nous parler? Embrouille admin via Gaza Lobby USA, Blast Merito, VC genré, ah oui, tout le monde parlait de ça dans la journée. Bah écoutez, on va voir ce qu'il en est. Ne bougez pas et restez bien présentes et présents pour monter dans le train du raid, le train de l'amour, le train de l'information, le train de la gauche, basée et énervée, éco-furieuse, s'il en est. Ciao ciao, bonne soirée, à très bientôt, j'essaie de vous faire un stream ce week-end. Et le raid est parti normalement. Tout ça. Une valeur bien ronde, bien Comment stable, vous allez YouTube? c'est la pire chose possible pour Parce que là, je ne parle plus qu'à YouTube. Ça n'a aucun intérêt, d'accord? Donc, Ah, il fait comme moi, il fait l'actualité boursière, c'est trop bien. On avait fait ça l'autre fois. Pourquoi on est en 240p? Oui. Ah non, oui. Si. C'est pas grave, Diamond, merci beaucoup, mais je crois que je vais le relancer. Qu'est-ce qui se passe? Ce soir, ça déconne à sec, hein. Ça déconne complètement. Les alertes, tout ça, je suis vraiment navré, les gens nous avaient. Bah alors attendez, je vais faire une alerte moi-même. Je vais vous la refaire, vous inquiétez pas. Parce mais que voilà, mais c'était Aïcha. Mais toutes mes alertes déconnent ce soir. Wesh, bien ou bien. Wouh, bah j'avais que ça sous la main. Expliquer en fait le cours du pétrole, le Brent, si tu connais. Ah bah. Et qu'est-ce que c'est qu'une bonne valeur spéculative et une mauvaise valeur spéculative. Si t'es intéressé, tu peux rester évidemment. Et les autres gens aussi. Je suis vraiment navré pour l'alerte qui a foiré. Je vais essayer de vous la relancer. Eh ben, je vais pour l'instant, je refresh avec ma pote qui attend depuis tout à l'heure, mais j'écouterai d'une oreille attentive la rediffusion de Lex. Nous avons l'alerte. Donc Streamlabs, on va rafraîchir. Voilà, comme ceci. Et maintenant, je vous lance le bousin. Diamond, est-ce que je peux lancer l'alerte? Je suis un bousin, moi? C'est pas très gentil de me traiter de bousin, Lex. Ça bug. Ça bug. Bon, c'est pas grave. Bah, merci pour le raid. Je suis vraiment navré. Ce soir, ça veut pas.